Des remparts de livres, Pierre Strelitzky et Jean-Luc. Lorsque Pierre Strelitzky découvre pour la première fois Jean-Luc à la porte de son cabinet, nous sommes en 1984 et le jeune psychiatre vient juste de devenir analyste au sein de l'école de la cause freudienne. Il suit chaque semaine le séminaire de Jacques-Alain Miller et exerce en cabinet privé à Angers depuis 6 ans. Il a 34 ans. Aujourd'hui, en 2015, une grande photo encadrée, jadis prise et offerte par Jean-Luc, trône en bonne place sur le mur blanc de sa salle d'attente. Image intrigante d'un baril de fer noir posé sur un sol enneigé que son auteur peut observer à loisir lorsqu'il attend, nez en l'air dans la petite pièce. Car 30 ans ont passé, Pierre Strelitzky a entamé et achevé une nouvelle tranche décisive de sa propre analyse et il a vu défiler des centaines de patients. Il a divorcé, il s'est remarié, il a vendu la maison familiale qu'il avait acquise au début des années 80. Il a changé de cabinet, mais Jean-Luc, lui, est toujours là. Depuis cette première rencontre, en 1984, il n'a plus jamais cessé de venir. 3, 4 fois par semaine et même chaque jour durant certaines périodes. Point fixe dans la vie du psychanalyste qui est lui-même devenu un insubmersible repère dans l'existence bousculée de son éternel patient. Une analyse sans fin. On peut juger effarante cette cure, jamais achevée. On peut trouver de la démesure, de la déraison à cette aventure analytique quasi démiurgique. Mais on peut aussi considérer ce face-à-face de 30 ans entre deux hommes étrangers l'un à l'autre comme l'exercice le plus humble et le plus émouvant qui soit. Dans le chaos de la vie de Jean-Luc, parler avec son analyste a été, est toujours et sera peut-être encore longtemps ce qui lui permet de se rassembler. Non pas de guérir de la tempête de sa maladie mentale, mais au moins de s'y tenir debout. Pourquoi mettre fin à ce qui vous aide simplement à vivre mieux? À l'époque de ce premier rendez-vous, Jean-Luc a 24 ans. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Gemme, près d'Angers, et c'est lui, de son propre chef, qui a demandé aux soignants la liberté de consulter un psychanalyste. Le cabinet de Pierre Strelitzky se trouve alors au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne. Ses larges fenêtres sont ce jour-là grandes ouvertes sur la rue et le jeune homme, terrifié, qui entre pour la première fois, supplie qu'on les referme. Le bruit qui provient du dehors lui est insupportable. « Cela ne m'empêche pas de vous écouter, lui répond le psychiatre. Jean-Luc craint le vacarme, la vocifération du monde qui déferle sur lui comme une vague et le désoriente. Il perçoit mal les limites de son propre corps, ce qui distingue sa personne de ce qui lui est extérieur, et il ne se lave guère, a peur de tout, depuis toujours. Il est présent au monde comme un atome parmi les atomes, psychotique, profondément schizophrène. À 18 ans, avant que la situation ne s'aggrave, avant les tentatives de suicide et les hospitalisations, Jean-Luc a de lui-même commencé une psychanalyse. Étonnante décision prise à rebours de son environnement familial et culturel, incroyable vaillance qui lui fit traverser une fois par semaine pendant près d'1 an le département à mobilette. Le cabinet de son analyste se situait à des kilomètres de la ferme familiale, et on imagine le petit jeune homme malheureux pétardé à toute allure sur les routes angevines, filer coûte que coûte dans le vent, la pluie ou le soleil, comme s'il fallait à tout prix tenter d'aller nouer là-bas, avant que la maladie ne l'emporte, un lien qui le maintienne à quai. Il n'en garde pas un mauvais souvenir. La psychanalyste était agréable, elle avait de jolies jambes. Il est même tombé un peu amoureux, mais les trajets épuisants ont finalement eu raison de son courage. Jean-Luc est né dans un petit village de Sologne et a grandi dans une famille de paysans, isolé, différent de ses frères et sœurs. Il est le seul, lorsque des visiteurs s'invitent à la ferme, à se précipiter sous la grande table de la cuisine et à y demeurer caché. Le seul à haïr les séances de bain collectif quand, le dimanche matin,
Toute la fratrie barbote dans un baquet d'eau froide. Le seul à ne jamais savoir que faire de lui-même, ni comment aider ses parents, ni comment ne pas avoir peur de tout, tout le temps. On l'aime, mais il agace, il déroute et parfois, lorsqu'il gêne un peu trop, des poignées de petits cailloux jaillissent des mains de sa propre mère. Allons, va-t'en. Lui, ce qui lui plaît, c'est la nature qui entoure la maison, ses bois, ses arbres, qui lui offrent leur réconfort, ces étangs de Sologne où il pêche la truite, allongé des heures durant, le ventre collé sur les rives boueuses. Il aime aussi les livres. Il n'y en a pas chez lui, mais son institutrice a compris que l'enfant, en dépit de son étrangeté, était intelligent. Elle a commencé par lui prêter des bandes dessinées, puis des romans. Ensuite, le curé a pris le relais, le fournissant en ouvrages de toutes sortes. Alors Jean-Luc, quand il n'est pas à la pêche, garde le nez enfoui dans ses livres constamment. Mais il faut bien grandir, et il faut bien vivre. La famille qui a déménagé en Anjou se préoccupe de trouver un métier à ce garçon instable. Il sera boulanger. Jean-Luc est donc envoyé en apprentissage, et loin de ses étangs, au milieu des autres adolescents qui rient, le bousculent, parlent avec la crudité et la cruauté de leur âge, il est égaré, comme anéanti au contact de la réalité. Les trajets à mobilette et la psychanalyste aux jolies jambes n'y pourront rien changer. Pour lui, une longue période d'hospitalisation répétée, de tentatives de suicide et de placement en foyer commence. Voilà quelle est sa vie, depuis quelques années déjà, lorsque le jeune homme se présente au cabinet de Pierre Streliski. Diagnostiqué schizophrène, sous médicaments en permanence, placé d'office parmi les fous, cela ne m'empêche pas de vous écouter. Cette première phrase que lui adresse le psychiatre, évoquant le bruit qui vient du dehors, signe au fond le pacte qui se noue ce jour-là entre les deux hommes. On peut souffrir d'une maladie mentale que nul ne sait vraiment guérir, être abruti de neuroleptiques, placé sous tutelle, étiqueté comme un individu incapable de vivre parmi les autres. Cela n'empêche pas de vous écouter. Ces mots-là ouvrent à Jean-Luc l'espace qu'il est venu chercher, un lieu qu'il a choisi librement et où il n'est pas question de le soigner, de le cadrer, de le conseiller, seulement de le laisser parler. Jamais Pierre Streliski ne sortira de son rôle, ne s'informera de son traitement, n'entrera en contact avec le personnel de l'hôpital. Jean-Luc, dans ce cabinet, est un homme avant d'être un malade, un analysant qui, d'emblée, instaure un lien fort, exigeant avec son analyste. Un emmerdeur, dit ce dernier, avec ce qui ressemble aujourd'hui à de la tendresse. Dès le départ, Jean-Luc demande à venir souvent, mais il fait fréquemment faux bond à ses rendez-vous, ou bien y arrive avec trop d'avance et repart en claquant la porte si Streliski a quelque retard. On se rappelle, on convient d'autres rendez-vous, plutôt le premier de la journée pour éviter les retards et les mélodrames, et bon an mal an, Jean-Luc vient tout de même 2, 3, 4 fois par semaine. Souvent, il apporte des livres. Il est resté depuis son enfance un très grand lecteur, dévore des ouvrages de poésie, de philosophie, des romans qu'il achète en quantité extravagante et qui finissent par former autour de son lit des tours, des remparts, comme une chimère de savoir absolu, capable, qui sait, de le protéger. Or, parfois, les remparts s'écroulent. Il a désormais trop de livres et le cabinet de son nouvel analyste fera, juge-t-il, un parfait entrepôt. Lorsqu'il se rend à ses séances, Jean-Luc, traversant Angers, balance au bout de son bras des sacs en plastique remplis des livres que son psychanalyste accepte de conserver chez lui. Streliski les lui restitue ensuite un par un à la demande lorsque l'envie vient à son patient de relire Baudelaire, Cioran ou Jankélévitch. Dans les premiers temps de la cure, Jean-Luc téléphone souvent entre les rendez-vous. Il a des accès de très grande détresse, va régulièrement se promener le long d'une voie ferrée qui passe au-dessus du Maine et est tenté de sauter, parfois, par-dessus la rambarde. Un soir, il s'allonge dans une barque qu'il laisse dériver sur la Loire, enlève son blouson, se jette dans le fleuve. L'eau glacée qui lui mord la peau le rappelle à la vie, mais il s'en est fallu de peu.
Comment, jugeant d'emblée de la gravité de son état, constatant bien vite ses tendances suicidaires, Pierre Strelitzky, si jeune analyste, peut-il prendre le risque de s'engager avec un tel patient? Pourquoi surtout accepte-t-il de se laisser ainsi envahir, prenant ses livres en dépôt, admettant ses rendez-vous si fréquents et ses horaires capricieux? La réponse qu'il donne aujourd'hui est simple, il croit en la psychanalyse. Ce n'est pas lui, jeune praticien de 34 ans, qui se lance seul dans ce face-à-face périlleux, c'est lui et la psychanalyse, lui et un dispositif éprouvé, une distribution des rôles qui fera émerger un sens, un lien, une sécurité. Pierre Strelitzky croit vraiment aux vertus de la parole. Il va par conséquent vraiment écouter cet homme. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans toutes les positions, assis, debout, accroupi, allongé, déambulant parfois, Jean-Luc va parler. Il a toujours des choses à dire sur son enfance, son quotidien, ses rencontres, mais aussi sur le sens de l'existence, le langage et la littérature. Il faut du temps pour qu'il déploie ce récit, qu'il se défasse peu à peu de lui-même et de ce qui l'entrave. Déposer ses livres chez son analyste, c'est aussi renoncer à la connaissance absolue, asphyxiante, à laquelle il aspire pour se protéger. C'est percer des fenêtres dans ces tours qu'il a érigées autour de lui. C'est respirer un peu. Jean-Luc est pris en charge par l'institution médicale, mais avec l'analyse, en parlant librement et en goûtant, dans la durée, à la joie de dire ce qui vient, il trouve enfin de l'air, un peu d'espace entre lui et la maladie. Il prend de la distance, il n'est plus seulement schizophrène, il est un homme qui se sait malade, nomme ses peurs et, formidable victoire, est même désormais capable d'en rire. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, il s'apaise. Il cesse de vouloir mettre fin à ses jours, n'est plus hospitalisé, habite en ville, a désormais une compagne, quelques copains dans le quartier, un petit chien auquel il est très attaché. Bien sûr, il est encore parfois saisi de très fortes angoisses, et il vit sous tutelle. Les relations avec la tutrice que lui a imposée l'assistance publique et qu'il évoque parfois avec son analyste sont d'ailleurs orageuses. Car le peu d'argent auquel il a droit, Jean-Luc entend le dépenser selon des critères bien à lui, refusant ainsi catégoriquement d'acheter au format moins onéreux du livre de poche des quantités toujours astronomiques d'ouvrages. Il veut payer les livres à leur juste valeur. Il sait ce qu'il leur doit. Voilà, Jean-Luc n'est pas guéri de sa psychose, mais c'est un psychotique qui mène, et c'est inespéré, une vie presque ordinaire. Cela fait 30 ans qu'il parle, et cela fait 30 ans que Strelitzky l'écoute. Comment fait-il pour ne pas se lasser de ce face-à-face, pour supporter encore ce visage, cette voix, ces mots, ces demi-heures de séance qui reviennent inlassablement année après année, et qui ne cesseront que lorsque Jean-Luc le voudra, ou peut-être même lorsque l'un d'eux, l'analyste ou l'analysant, mourra? Pierre Strelitzky sourit à cette question. Il y a, selon lui, dans la journée d'un psychanalyste, des patients ennuyeux, des séances répétitives, des analysants qui ressassent, s'embourbent, agacent celui qui les écoute. Mais pas une fois avec Jean-Luc Strelitzky ne s'est ennuyé. Aujourd'hui encore, voir son nom inscrit sur le carnet de rendez-vous est toujours la promesse d'un moment qui ne ressemble à aucun autre, intense, instructif, souvent drôle. Jean-Luc a beaucoup d'humour, c'est un homme d'une grande douceur et d'une belle intelligence, qui aime évoquer ses lectures, ses réflexions métaphysiques, ses interrogations perpétuelles. Au fond, Jean-Luc continue de chercher une signification à ce monde énigmatique que les autres, les saints d'esprit, ont la déraison d'accepter sans plus se poser de questions. Et pendant toutes ces années, Pierre Strelitzky a appris de lui plus que d'aucun autre de ses patients. Ce long compagnonnage avec ce qu'il est commun d'appeler la folie a contribué à le façonner comme analyste et comme homme. Il l'a aussi contraint à une forme d'humilité. Je m'y crois moins, dit-il en riant. Le médecin trentenaire qui ouvrait la porte à Jean-Luc en 84, plein de confiance et de fougue, père de famille et analyste précoce,
tout frais propriétaire d'un petit château angevin dans lequel il ambitionnait de faire ses racines, ce jeune homme-là n'est plus. Pierre Strelitzky s'est défait de ses certitudes, de certaines de ses attaches. Il a appris surtout à se départir du rôle de sachant, de puissant, que peut conférer son drôle de métier. Et Jean-Luc a sa part dans cette métamorphose. Avec lui, l'analyste a touché du doigt une fraternité qu'il ne soupçonnait pas entre les fous et nous. Il a saisi combien les psychotiques, dans leur façon de se cogner à la réalité et au sens de l'existence, avaient eux aussi à nous enseigner. Jean-Luc, comme beaucoup de schizophrènes, a notamment un rapport compliqué, mal fichu à sa langue maternelle, comme si les mots à sa disposition ne suffisaient pas à dire la complexité du réel. Il en invente en permanence, et ces néologismes qui affleurent çà et là naturellement dans la conversation, ce jeu incroyable avec le langage continue aujourd'hui encore de ravir et de sidérer son psychanalyste. Pour me donner une idée de ce à quoi ressemble une séance avec lui, il me dit quelques courts extraits de celles qu'il a prises en note. Dans la quiétude de son cabinet, assis dans son grand fauteuil, Pierre Strelitzky allume une cigarette et cite, sourire aux lèvres, son patient poète. Entre guillemets, au fond, mon dire m'intéresse peu. C'est surtout l'affect qui l'accompagne qui est bruissant, dit Jean-Luc. Ou bien, je m'ennuie quand je vais mieux. Ou encore, avant j'étais léger, aérien, simple. Je ne sais pas comment cela a changé, mais j'ai compris aujourd'hui qu'on s'incommunique. C'est la solitude du feuillage des mots. Et pour finir, on meurt seul. Je suis l'homme de l'à peu près. C'est joli, non? Bon, passons à autre chose. Faisons confiance à l'impromptu. Des mots comme décantiné, déphratisé, déjantatoire, offuscation surgissent, c'est surréaliste et c'est beau. Fermant les yeux, on se croirait volontiers au théâtre, un mot pour un autre, où la cantatrice chauve serait donnée sur scène, la langue serait devenue folle, mais ces mots bousculés, inventés, malmenés, diraient tout de même réellement quelque chose. Pierre Strelitzky a aujourd'hui 64 ans et Jean-Luc en a 54. Ils se sont vus changer et le patient, souvent, souligne avec humour les cheveux gris, la taille un peu épaisse de son analyste. Ils ont vieilli ensemble et nul ne sait combien de temps encore durera cette analyse. Il y a quelques mois, Jean-Luc s'est rendu dans une boutique de la gare d'Angers et s'est fait imprimer des cartes de visite. De jolies petites cartes bordées de bleu et écrites en lettres dorées. Il en a donné une à Pierre Strelitzky, comme pour lui signifier que son temps et son écoute avaient changé à la façon dont lui, son patient schizophrène, parvient maintenant à se considérer. Plus seulement en malade, en sujet, en homme enfin, et combien estimable. Sur la carte de visite, il est écrit Jean-Luc S., poète, apprenti autodidacte.